Bonjour Aurore Laluc. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté mon invitation Aurore. Tu es députée européenne, membre de Place Publique. On t'avait reçu en septembre dernier alors qu'on s'apprêtait à reconfiner le pays. Tu venais d'ailleurs de publier un nouveau livre, Reconquête au nom de l'intérêt général. C'était publié aux éditions Les Petits Matins. Alors aujourd'hui, depuis les annonces de Jean Castex hier soir, il n'est plus question de reconfinement, bien que beaucoup des pays européens aient choisi cette option pour la troisième fois pour certains d'entre eux. Mais il est question de contrôle des frontières et d'extension du couvre-feu dès 18 heures partout sur le territoire. Alors l'apéro, c'est à 16 heures maintenant, Aurore? Non, c'est pas à 16 heures, c'est fini la bamboche. On a dit que c'était fini la bamboche. Oui, c'est Donc, vrai. il y a déjà qu'il y a beaucoup d'apéros de 18 à 20. Les gens n'étaient pas dans les transports en Ouais, commun de 18 à 20, ils n'étaient pas dans les magasins. Non, non, pas non, du ils tout. étaient tous en train de prendre l'apéro. Et les infirmiers, les infirmières encore plus, et les étudiants, je ne t'en parle même pas, je crois qu'on ne les voit même plus à la fac. Euh, Non, mais plus sérieusement, ça te paraît sérieux, toutes ces annonces? Les Britanniques sont reconfinés. non, En Allemagne, la chancelière évoque un confinement jusqu'en avril. L'Italie, la Grèce pourrait continuer pour le prolonger. Le Portugal entame aujourd'hui son deuxième confinement. On est plus non. fort en France. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gouvernement décide ces nouvelles mesures? Il y a une cohérence dans la stratégie? Il y a une cohérence dans l'attentisme. En fait, c'est ça. La cohérence de la politique du gouvernement, c'est à chaque fois être dans l'attentisme et prendre les décisions, malheureusement, avec 15 à 3 semaines de retard. On l'a vu un nombre de fois absolument incalculable quand il fallait reconfiner. Enfin, on a quand même déconfiné sans masque. Au mois de juillet, on savait que ça reprenait et au lieu de rendre le port du masque obligatoire, on a à chaque fois une intervention du président de la République qui prépare. Ouais, Dans 15 jours, il faudra reporter les masques. Ça, c'était à la mi-juillet, je ne sais pas si tu te rappelles. ouais. Pourquoi faire tout de suite? On avait tous des masques à ce moment-là. Donc, à chaque fois, il y a cette espèce de choses très, très bizarres qui fait qu'on est, oui, dans une espèce de stratégie à la fois de l'ordre et du contre-ordre, ça on l'a vu, mais aussi d'un espèce d'attentisme permanent. On voit ce que ça donne. Sauf que globalement, on sait que c'est une épidémie qui se transmet très, très vite, que le variant se transmet encore plus vite. Donc, ce côté-là est toujours, à mon sens, assez Et incompréhensible. cet Voilà. attentisme, Aurore, il est lié à quoi? Est-ce que derrière, il y a, alors on ne va pas tomber dans le complotisme, mais quand même, on sait qu'on fait de la politique, que ces gens-là font de la politique, ils sont au gouvernement. S'il y a attentisme, c'est pourquoi? C'est pour essayer de faire en sorte que si confinement il devait y avoir, il faut le porter le plus loin possible pour que les entreprises et que la vie économique continue d'exister. C'est ça, possiblement, qu'il y a derrière leurs décisions? Bah, si c'est ça, c'est incompréhensible, puisque la meilleure des politiques économiques aujourd'hui, c'est la politique sanitaire, tout simplement. Donc, si c'est ça l'enjeu, c'est incompréhensible. C'est à mon sens incompréhensible. De toute façon, je crois qu'on est assez nombreux quand même à se poser la question de la rationalité des mesures mises en place aujourd'hui. Vraiment, sur la question de la vaccination, par exemple, c'est vraiment un sujet qui se pose. Et ce qui est très interrogeant, c'est comment dirais-je, c'est cette absence de tirer les leçons d'eux. Euh, quand on a des enfants, on leur dit souvent, bah, c'est pas grave si tu échoues, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, Là, à chaque fois, c'est une espèce de jour sans fin, sans Bill Murray, malheureusement. Mais voilà, on recommence à chaque fois les mêmes erreurs. Mais finalement, il y a un non-apprentissage des erreurs. Et c'est ça qui, je trouve, est extrêmement, extrêmement inquiétant. Donc, sur la question de ce couvre-feu à 18 heures, si c'est pour reconfiner à la fin des fins, autant le faire tout de suite. En fait, s'il y a une mesure dure à prendre, autant le faire tout de suite. Parce que sinon, ça fait traîner les choses, ça pose des problèmes économiques, ça rend fou. Il y a quand même un accroissement des problèmes psychiatriques et psychologiques dans le pays très important. Ça a des conséquences économiques et sociales. Et puis surtout, là où c'est interrogeant aussi, c'est qu'on n'écoute pas ce qui se passe dans les territoires. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui se vante un peu, ou du moins la stratégie en prenant Jean Castex, c'était ce côté renouant avec les territoires, etc. Si on écoute ce qui se passe dans les territoires et la remontée d'informations, c'est quoi? C'est que de 16 à 18, dans les zones où on a un couvre-feu à 18 heures, et ben de 16 à 18, mais aussi le week-end, tout le monde se rue dans les magasins et qu'en fait, les distanciations sociales se perdent à ce moment-là, puisqu'on a une concentration. Et là, si on fait ça, notamment en Île-de-France ou dans les grandes métropoles en règle générale,
Ça veut dire que les gens vont s'entasser encore plus dans les transports en commun, qui sont déjà, notamment en Île-de-France, dans un état qui ne fait pas rêver pour certains. Je pense notamment à la Grande Couronne, au RER, etc., mais aussi à la ligne 13 ou des choses comme ça. Mais ça fait que dans toutes les métropoles où il y a beaucoup de transports en commun, les gens vont s'entasser. Et par ailleurs, ils vont s'entasser de toute façon partout sur le territoire, dans les magasins. Donc, c'est une stratégie qui est très interrogeante. Moi, j'aurais préféré qu'on ait à la rigueur, s'il faut reconfiner, un vrai reconfinement, que ce soit dit, et que par ailleurs, on ait une stratégie vaccinale qui soit plus efficace et plus ambitieuse par ailleurs. Mais tout ça manque, je trouve, manque de courage politique et de sincérité. Je finirai juste là-dessus, si tu me le permets, sur la question du vaccin, par exemple. Pourquoi, vu qu'il y a des questionnements, pourquoi ne pas avoir dit très clairement aux gens, bon, écoutez, oui, on n'a pas de recul sur 10 ans de ce vaccin, c'est sûr. Par contre, on a un recul sur le court terme. On a très peu de réactions sur le court terme. Après, de toute façon, on est dans une situation qui est tellement problématique que qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut rester confiné comme ça toute notre vie et arrêter de vivre finalement? Ou est-ce qu'on se dit qu'il faut ou est-ce qu'on se dit que finalement on préfère revivre et oui, prendre le risque à long terme, on n'a effectivement pas d'effet, sauf qu'on sait qu'à court terme, il y a des gens qui sont en train de mourir. À court terme, des gens sont en train de mourir et à court terme, on est tous en train, à des degrés très divers, d'avoir des problèmes sociaux, psychologiques, etc. Et une grande fragilité. Il y a des gens qui perdent leur travail, qui vont le perdre. Il y a des gens qui vont tomber dans la pauvreté, qui sont déjà en train de tomber dans la pauvreté. Ce n'était pas dur de tenir un discours rationnel plutôt que de souffler finalement sur certaines braises. Alors, tu viens de le dire, le couvre-feu dès 18h, c'est un coup dur pour l'organisation et puis pour la vie quotidienne des Français, évidemment. Mais les conséquences, on le voit aussi depuis hier, c'est pour les commerçants, les petits commerçants qui risquent d'être dramatiques. On parle de 30% de restaurants qui pourraient ne jamais rouvrir. Quelles que soient les aides annoncées par le gouvernement, c'est inévitable. La situation fait que de toute façon, on ne pourra pas empêcher ces fermetures et les licenciements, les emplois supprimés. Ou est-ce qu'on peut euh, amortir ce choc économique qui paraît incontournable? Eh ben, il va falloir l'amortir. En fait, la réalité, c'est que c'est ça, il va falloir l'amortir parce que la question, c'est pas quoi qu'il en coûte, c'est à qui il en coûte. C'est ça, en fait, le vrai sujet, à qui il en coûte. Donc, il va falloir de toute façon l'amortir. Là, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve finalement un peu on parle beaucoup d'entreprises zombies, tu sais, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais voilà, qu'on se retrouve dans finalement, que toutes les aides ont permis quand même de soutenir des entreprises qui auraient pu être en faillite sinon. Ce n'est pas totalement faux, mais la réalité est plus inquiétante que ça, c'est-à-dire qu'on risque d'être dans une économie zombie. En gros, j'aime pas… Importe l'échéance de fermeture, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que les dégâts, on va les voir après. On va les voir après. En gros, c'est comme si tu avais, j'aime pas trop cette image, mais une espèce de vague qui avait déferlé. Et c'est quand la vague va totalement se retirer qu'on va voir vraiment les conséquences. Pour l'instant, on n'a pas un degré de faillite élevé du tout, parce qu'en fait, l'État a globalement arrosé un peu partout. Sans contrepartie d'ailleurs, ça on pourrait revenir. Mais il a arrosé. Ce qui fait qu'on a des entreprises qui ne sont pas en si mauvais état que ça. Mais il faut savoir que ces entreprises-là n'embauchent plus, ne recrutent plus, n'investissent plus. Tout est à l'arrêt. Donc forcément, effectivement, certaines peuvent avoir cette espèce de miroir déformant qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de faillites d'entreprise. La réalité, c'est qu'effectivement, on va en avoir. On va en avoir et qu'il faut trouver des solutions à cette situation. C'est important ce que tu disais justement sur le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie parce que je ne sais pas si tu as lu ce papier de Mediapart, mais qui montrait que 45 grandes entreprises ont bénéficié justement de ce prêt garanti par l'État pour un montant de 15,2 milliards d'euros. 45 entreprises, 15,2 milliards d'euros, pendant que des petites entreprises qui bénéficient de ce PGE, elles, vont avoir sans doute du mal, voire parfois ne pourront pas rembourser ce prêt. Mediapart parle d'un effet d'aubaine pour ces entreprises. Tu es d'accord avec ça? Il y a toujours des effets d'aubaine dans ce genre de mesures. À partir du moment où tu es dans une perspective, ce qu'on appelle de neutralité des marchés, de neutralité, c'est-à-dire que tu distribues de l'argent sans contrepartie, il y a forcément des effets d'aubaine. Dans les grandes entreprises identifiées par Mediapart, il y en a qui avaient besoin d'aide.
parce qu'elles vont se retrouver dans une situation difficile. Mais je pense notamment à certaines entreprises automobiles, etc. Mais dans ce cas-là, tu conditionnes. Tu conditionnes en disant, on donne, mais alors, pas forcément le licenciement, c'est pas ce qui se passe à Renault, voir ce qui se passe à Lardy, par exemple, dans les usines Lardy, dans le centre de recherche Lardy. Mais dans ce cas-là, on conditionne à une réorientation écologique. C'était le moment de le faire. Là, on a balancé de l'argent comme ça. Dans les entreprises qui ont reçu de l'argent, certaines font de l'optimisation fiscale. Certaines n'ont pas besoin d'argent. Voilà, donc on se retrouve avec des entreprises qui ont le beurre, l'argent du beurre et des parts dans la coopérative, pour te le dire clairement. C'est-à-dire qu'elles ne payent pas forcément leurs impôts en France, elles font l'optimisation fiscale, elles n'ont pas forcément besoin de cet argent et elles le touchent quand même. Donc, il y a effectivement un vrai sujet et quand on dit que pour éviter les faillites d'entreprise, il faudra peut-être revenir sur les prêts garantis par l'État et les transformer en subventions, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Je suis désolée, pas pour tout le monde. Et par ailleurs, moi, ce qui m'a inquiétée quand j'ai entendu le ministre de l'économie hier, c'est que Bruno Le Maire disait ce seront les banques finalement qui étudieront les dossiers et prendront les décisions. Et on a vu toute sa déclaration d'amour qu'il a pu faire à la Fédération française bancaire, d'ailleurs. C'était quand même très, très… Enfin, moi, j'ai été très mal à l'aise avec ce moment-là. Ce n'est pas aux banques de prendre cette décision. Ce n'est pas aux banques, c'est à l'État, c'est de l'argent public. Si ces prêts sont transformés en subventions par ailleurs, parce que c'est ce qui va se passer à terme, à force de les reporter, ce n'est pas aux banques de décider qui mérite ou pas, qui a le dossier le plus solide ou pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question de solidité du dossier. C'est une question aussi de savoir qui doit de l'argent au fisc. C'est aussi une question de savoir qui a besoin de réorienter et qui doit réorienter sa production. Donc, je trouve ce rapide passage sur la question méthodologique excessivement inquiétante plus qu'autre chose. Là, c'est de l'argent public. C'est ce qu'il y a, encore une fois, de plus précieux. C'est à l'État de dire qui doit rembourser parce qu'elle n'avait pas besoin de cet argent, qui doit réorienter sa production, etc. Tu alertes souvent, quand on te lit ou on t'écoute, sur la possibilité d'une crise bancaire. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on tomberait dans une crise bancaire? Et tu dis aussi souvent qu'on peut l'éviter. Donc, comment on pourrait l'éviter si les conditions sont réunies pour qu'une crise bancaire arrive? Ouais, alors là, effectivement, les conditions sont réunies pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'en fait, on est entré dans cette crise avec un taux d'endettement privé extrêmement élevé. Voilà. Donc, il y avait déjà de la dette privée très élevée, notamment en France. Ce qui n'était pas à la base de notre spécialité. Nous, on avait plutôt une dette publique élevée et pas une dette privée pas très élevée. Et là, on a les deux, en fait. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, parce qu'on l'a dit, on risque d'avoir des faillites d'entreprises. Donc, on a ouvert les vannes du crédit pour faire en sorte de sauver les entreprises, là où il aurait fallu faire, à mon avis, c'est ce qu'on avait défendu avec Isabelle Coupé-Soubeyran très tôt, de la monnaie hélicoptère ou des subventions directement pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas ce problème de prêt à rembourser, parce qu'une absence d'activité économique, ça ne se rembourse pas. Ça ne se rembourse pas. Je veux dire, on peut rembourser quand on fait de l'investissement, un prêt, etc. Quand c'est une absence d'activité économique, ça ne se rembourse pas. Normalement, on ne prête pas de l'argent aux chômeurs. On leur donne ce qu'ils doivent toucher à la fin du mois. Voilà, des allocations. Mais on ne leur fait pas un prêt, normalement. Donc voilà, donc c'est qu'il y a une raison. Ça ne se rembourse pas, tout simplement. Donc il y a déjà ce premier point. Que va-t-il se passer au moment où les entreprises vont devoir rembourser? Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est la question des ménages. C'est-à-dire qu'il y a des crédits à la consommation. Il y a des crédits immobiliers. À partir du moment où les gens vont avoir des grosses pertes de revenus, comment vont-ils rembourser aussi tout ça? Donc, en gros, le risque, c'est qu'en fait, il y ait un accroissement des impayés. Et ce n'est pas un risque qui est inventé, dans le sens où l'autorité bancaire européenne a alerté sur le sujet dès le mois de décembre. Nous, on avait alerté au mois de mars-avril, si ma mémoire est bonne, avec Isabelle Coupé-Soubeyran. Là, la Banque de France vient également d'alerter sur le sujet. Bref, on voit que tous les voyants sont en rouge. Donc, après, tout ça, c'est évitable. C'est évitable de plusieurs façons. Premièrement, on arrête d'avoir un gouverneur de la Banque de France qui se comporte comme un lobbyiste bancaire. Ça, ce serait bien. Voilà, et qui défende un peu plus l'intérêt général. Aujourd'hui, vous pouvez parler même avec des gens considérés comme libéraux. Tous vous diront, ce n'est pas le moment de payer des dividendes bancaires. Donc, moi, voir
le gouverneur de la Banque de France plaider pour que les banques françaises puissent renouer avec les dividendes, là où toutes les institutions internationales et européennes disent non, non, faut pas, c'est quand même quelque chose d'interrogeant. Ça, c'est un premier point. Je suis extrêmement choquée. Donc, que les banques ne payent pas des dividendes et qu'elles puissent utiliser ça pour renforcer leurs fonds propres. Donc, en gros, leur coussin en cas de problème. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et qui est le point le plus essentiel, en fait, c'est il faut faire en sorte que les revenus des gens ne baissent pas, tout simplement. C'est-à-dire que à chaque fois, quand il y a une crise bancaire, on vient renflouer les banques, on vient sauver les banques avec de l'argent public. Et de manière, encore une fois, de manière totalement neutre, c'est-à-dire qu'on va financer tout le monde sans demander de contrepartie. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on ne sauverait pas plutôt les gens que les banques? Ce qui reviendrait d'ailleurs, à la fin des fins, à sauver les banques. Mais pourquoi? Plutôt que de dire, on va renflouer les banques et comme ça ira, mais ça veut dire qu'il y aura des faillites personnelles, par ailleurs. Mais pourquoi ne pas éviter les faillites personnelles, ce qui permettra de sauver des gens, tout simplement, et par ailleurs, à la fin des fins, de sauver aussi le système. Distribuer de l'argent directement dans la poche des ménages. Bah oui. Bah oui, en fait, il y a un moment où, pourquoi faire le cheminement inverse qui, en plus, donne à chaque fois beaucoup de poids, aux banques. de pouvoir aux banques. Et ça, c'est un vrai sujet. Et pourquoi pas plutôt sauver tout simplement les gens, quoi. Voilà. Et ce qui reviendra par ailleurs. Que la Banque Centrale Européenne, finalement, donne, redistribue l'argent aux ménages. Ou même l'État, peu importe. Mais la réalité, c'est qu'on est capable de faire des subventions aux entreprises. On est capable de faire des prêts garantis aux entreprises. On est capable à chaque fois de renflouer les banques. Donc, en fait, pourquoi on ne ferait pas le cheminement inverse? Tout simplement. On est capable de le faire. Ce n'est pas si dur. Si on est capable de le faire pour les entreprises, etc., je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire pour tout le monde, en fait, pour les gens. Voilà. Et ça, en plus, et même dans une perspective cynique, ça coûterait beaucoup moins cher. Donc voilà, il y a ça à faire. Ensuite, il y a tout un tas de batteries qui sont des mesures plus de réglementation bancaire, financière, etc. C'est-à-dire que oui, effectivement, il va falloir à un moment créer ce qu'on appelle une clinic bank, une bad bank, pour récupérer. C'est une structure de défaisance, en fait, pour pouvoir récupérer un peu toutes les créances pourries, impayées, dans ce cas-là, ce qu'on appelle les prêts non performants, pour pouvoir en fait les retirer du marché et que ça ne vienne pas contaminer le marché et créer un effet de panique. Et puis, il va falloir probablement abonder certains fonds spécifiques pour pouvoir sauver le système bancaire. Parce que l'idée, ce n'est pas tant qu'il faut sauver le système bancaire pour sauver le système bancaire. C'est que de toute façon, la difficulté, c'est qu'on se retrouve toujours à la fin des fins avec, puisqu'il y a une partie des réformes qui ont été faites, mais pas toutes, on se retrouve à la fin des fins avec une situation où c'est le contribuable qui paye. Donc, si le contribuable doit payer, autant faire les choses correctement et puis après, faire une vraie réforme bancaire. Voilà, ça par contre, à un moment, il va falloir y aller vraiment. Est-ce que nous avons les moyens de supporter 4 milliards d'euros par mois supplémentaires? La réponse est oui. C'est Bruno Le Maire qui l'a dit lui-même hier soir. Alors, ça a fait un peu bizarre dans la bouche d'un Bruno Le Maire, de manière générale d'ailleurs des libéraux, hein, quand on voit qu'il n'y avait pas d'argent magique hier, il y en a aujourd'hui. 4 milliards d'euros par mois, même quand on connaît ton discours sur la dette, Aurore, on se dit, après les 100 milliards du plan de relance, enfin les 30 milliards, je ne sais plus combien c'était, bref, les 100 milliards de plan de relance, 4 milliards en plus pour les nouvelles mesures annoncées, on se dit quand même comment ça peut tenir, vu tout ce qu'on nous a dit depuis 10, 20, 30 ans, tout le discours qu'on a eu sur on est endetté, c'est pas possible, il faut mener des politiques d'austérité. Qui va payer cette dette? On voit aujourd'hui à gauche ce débat de plus en plus exister, d'ailleurs être assez conflictuel parfois, entre ceux qui disent qu'il faut supprimer la dette, ce que tu défends, ceux qui disent qu'il faut la différer. Parfois, certains parlent de renégocier les taux d'intérêt, même si là, il n'y a pas véritablement de taux d'intérêt, puisque c'est la Banque centrale qui prête à taux zéro. Qu'est-ce qui se passe dans la vie politique, notamment à gauche, sur cette dette? Tu continues de considérer qu'il faut annuler cette dette? Alors, plusieurs choses. Déjà, en fait, tu as dit, c'est marrant de voir les libéraux tout d'un coup dire, qui alertaient sur la question de l'endettement, tout d'un coup dire il n'y a pas de problème d'argent finalement. Hein, on peut ouvrir 4 milliards par-ci, par-là. Ce qui prouve que ce n'étaient pas des libéraux.
Et c'est ça, en fait, le vrai sujet. On a un problème, en fait, c'est-à-dire que les termes du débat n'ont pas été bien posés. Ce n'est pas des libéraux. Et ça aussi qui vient polluer, d'ailleurs, le débat sur la dette. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là ont fait croire qu'ils étaient des libéraux, alors qu'en réalité, on n'a pas eu de réduction ces dernières années de l'intervention de l'État. On a même un État qui s'est quand même globalement plus endetté, qui continue à intervenir, etc. Ça veut dire qu'on utilisait des éléments de langage de type libéral. Il faut être plus compétitif, il faut moins d'État, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais en même temps, ceux-là même qui utilisaient ces éléments de langage, ces arguments, eux, demandaient de l'intervention de l'État pour soutenir les entreprises. La politique de l'offre, le CICE, ce n'est pas libéral, hein, c'est une intervention de l'État qui vient aider des entreprises et qui vient pour le coup les aider massivement et qui vient les aider sans contrainte et qui vient les aider sans conditionnalité. Là où on en met, par contre, aux chômeurs ou aux plus fragiles et aux moins aisés d'entre nous. Donc, on n'était pas dans une perspective libérale, on était dans ce que moi j'appelle, et ce que James Galbraith appelle un État prédateur, pour le coup. C'est-à-dire un État qui se met au service des plus puissants, enfin, qui est mis au service quand même globalement des plus puissants. Alors, on a toujours un État-providence, etc. en France, ce n'est pas la question, je le dis toujours, il ne faut pas caricaturer non plus, mais n'empêche que c'est ça la dynamique. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, effectivement, on avait un clivage qui pouvait se faire entre un faux clivage en fait entre libéraux, etc. Et là, on est en train de se rendre compte avec la crise que les gars, c'est pas du tout des libéraux. C'est comment j'utilise les ressources de l'État pour certains et pas pour d'autres. Ça, c'est un premier point. Et en fait, la question de la dette là-dedans, c'était l'argument phare. C'était l'argument phare de ces dernières années. Et c'est normal que personne ne s'y retrouve. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est quand même c'est très dur de pouvoir s'y retrouver à partir du moment où certaines personnes nous faisaient croire qu'on avait un endettement public là où on ne l'avait pas et qu'elles utilisaient cet argument pour pouvoir justifier des politiques de rigueur sur certains, les services publics, les salaires, etc., etc. Mais qu'en même temps, cet argument-là était utilisé pour faire de la politique de l'offre et venir soutenir les plus forts, les grandes entreprises, etc., sans contrainte. Et ce qui, d'ailleurs, entraînait donc une réduction des recettes, une augmentation des dépenses et donc un creusement des déficits, ce qui permet de revenir au point zéro, rebelote, on a un problème d'endettement. Donc, voilà. Donc, c'est hyper compliqué aujourd'hui de pouvoir parler de la dette sereinement. Pourquoi? Parce que justement, après, à gauche, ce qui s'est passé, c'est que là où certains disaient la dette, c'est mal, bah, à gauche, il y a eu un espèce de réflexe pavlovien, et je me mets dedans, hein, où on dit non, c'est pas vrai. La dette, la dette, c'est bien. Et en fait, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. La question est de savoir pourquoi faire. Voilà. Et ça prouve aussi quelque chose, c'est qu'en fait, en politique, on a mis les marqueurs politiques sur des moyens et pas sur les finalités. Tout d'un coup, tu vois, c'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à parler sereinement de certains sujets. Tu vois, on met trop de marqueurs politiques dans les moyens, et ce qui fait qu'après, se dédire devient aussi un tout petit peu compliqué. Mais toi, tu as une capacité importante à faire comprendre ou à faire de la pédagogie sur les questions économiques. Et tu viens de le dire, c'est très compliqué, et notamment à gauche, le débat est très compliqué, mais on a tous dans nos têtes, on a tous intégré, on s'est presque même incorporé les discours politiques de gauche, de droite, nous dire que la dette c'était catastrophique, il fallait mener des politiques d'austérité. Les Français ont fini par l'entendre et le comprendre. Enfin, les Européens, d'une manière générale, ils le vivent dans leur chair au quotidien, les déficits, les découvertes, tout ça, ils connaissent. Donc l'austérité s'applique à eux-mêmes. Comment faire entendre dans le discours politique, dans le débat public, qu'aujourd'hui, en fait, après tous ces discours et ces années où on nous a dit qu'il fallait rembourser la dette, bah, d'un coup d'un seul, il y a des personnalités politiques comme toi, Aurore, comme d'autres, qui disent « Ah ben non, on peut annuler la dette ». Comment le faire entendre et le rendre crédible, cette idée-là? Je crois que la crédibilité, c'est de faire de l'économie sérieusement et en fait d'assumer ce que je te disais, de ne pas mettre de doctrine dans les moyens, mais d'en mettre dans les finalités. Si tu veux, par exemple, si je reprends la question de l'annulation de la dette, pour te dire clairement, si ceux qui
Isabelle Coupé-Soubeyran, Laurence Cialhomme, etc. Tous ceux, Gaël Giraud, Nicolas Dufresne, tous ceux qui proposent cette solution-là. Si on avait eu une autre solution, on aurait proposé une autre solution technique. En fait, il faut se rappeler que l'économie, c'est un moyen et pas une finalité. Et ces dernières années, pour pouvoir faire sérieux, il fallait que tout le monde parle un peu d'économie. Et donc, tout le monde s'est mis à faire de l'économie, à en parler alors qu'ils ne maîtrisaient pas forcément le sujet. Et ma foi, c'est normal. Enfin, moi, je ne maîtrise pas le sujet médical, par exemple. C'est pas grave, en fait, c'est normal de ne pas maîtriser certains sujets, mais pour faire sérieux, il fallait faire de l'économie et un certain type d'économie. Et il fallait dire toujours les mêmes choses. Quand vous parlez de fonctionnaires, il fallait dire qu'il y en avait trop. Quand vous parlez de la dette, il fallait dire qu'il y en avait trop, etc., etc. Et ce qui y avait d'ailleurs des effets démocratiques très graves parce que ça venait brider l'imaginaire et ça venait brider l'imaginaire des citoyens et ça restreignait absolument de manière incroyable le champ du débat public. Voilà, on n'a pas le droit de penser certaines choses. Sinon, on n'est pas sérieux, on n'est pas crédible. Et d'ailleurs, les mêmes éléments de langage sont utilisés sur la question de l'annulation de la dette. Ce n'est pas crédible. Ça veut dire quoi, c'est pas crédible? Ça ne veut rien dire. Qui décide de ce qui est crédible ou pas? Donc, nous, ce qu'on se dit juste, c'est que s'il y avait une autre solution, on le proposait. Là, ce qui se passe sur la question de l'annulation de la dette, pour essayer de faire un peu justement, expliquer la situation. En gros, on se retrouve au niveau européen avec une zone européenne qui n'a pas fini d'être construite. Donc, on a une monnaie sans fiscalité. On a une monnaie qui est l'euro, donc sans fiscalité, une monnaie sans budget et une banque centrale européenne qui n'a pas le droit de financer directement les États. Voilà. Donc, ce qui est, sincèrement, c'est quand même quelque chose de très spécial et de très spécifique. Donc, voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Nous, on regarde cette situation et on se dit, comment on va faire pour pouvoir faire en sorte de relancer la machine économique, mais pas n'importe comment, pour la réorienter vers la transition écologique et faire en sorte qu'on s'en sorte tous socialement et écologiquement. Quand tu as une équation sous contrainte comme ça, avec autant de contraintes, tu trouves une solution qui te dit, il y a une instance qui ne doit de l'argent à personne, c'est la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne ne doit de l'argent à personne. Voilà. Toi, tu dois peut-être de l'argent à des gens, les banques, elles doivent de l'argent entre elles, les investisseurs aussi. Là, ce n'est pas pareil. La Banque centrale, elle ne doit de l'argent à personne. Donc, si elle annule les dettes qu'elle détient des États, elle ne doit pas de l'argent à quelqu'un derrière. Voilà. Donc, en gros, nous, c'est pour ça qu'on a fait cette proposition-là. Sachant que si un jour, il y a une proposition qui est meilleure, ce n'est pas un marqueur, si tu veux, politique. Moi, si on me dit qu'il y a une autre solution, déjà, ce n'est pas la seule et unique solution. Ce n'est pas la solution miracle, ça fait partie d'un panel de solutions. Il faudra un jour avoir de la fiscalité, etc. etc. C'est un moyen comme un autre. Par ailleurs, si on nous dit un jour qu'il y a une solution qui est plus efficace, etc., mais banco. Mais il faut qu'on arrête comme ça de se cristalliser, de se braquer aussi sur les moyens, parce qu'après, ça devient très difficile de se dédire et ça entraîne des divisions qui font pas du bien et qui sont inutiles. Donc voilà, les moyens, ça reste les moyens. Soyons durs sur les finalités et souples sur les moyens, c'est de l'économie. Voilà, c'est de la technique. Et un débat qui risque d'être presque central, en tout cas très important, notamment à gauche, pour la prochaine élection présidentielle, parce qu'évidemment la dette sera sans doute très largement discutée. J'ai une dernière question pour toi, Aurore. Bruno Le Maire a annoncé ce matin, il l'avait déjà dit, mais je l'ai réentendu ce matin dans une interview sur RMC, qu'il prévoyait une projection de croissance de 5 à 6% en France pour cette année. Est-ce que c'est souhaitable, cette recherche à tout prix de la croissance, Aurore? Tu vois, quand on parlait indicateur de croissance. Quand on parlait du fait qu'on compose mal les termes du débat, en fait, là, je pense que quand tu dis quelque chose comme ça, il y a deux personnes en nous qui parlent. Il y en a une qui dit « Ah ouais, en fait, si, parce que c'est tellement la cata qu'il nous faut de la croissance. » Et puis, il y a une autre personne en nous, peut-être, qui dit « Ouais, mais en fait, on va pas repartir comme avant. On ne va pas revenir à nourrir un modèle qui crée des pandémies parce qu'il ne laisse plus de place aux autres espèces. Et finalement, on ne va pas remettre une pièce dans la machine. Voilà, et nourrir un modèle qui nous met dans cette situation terrible. Alors, comment l'équation ?
Alors, en fait, il faut poser correctement les termes du débat. La réalité, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir de la… C'est pas tant la croissance du PIB qui nous intéresse en ce moment. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est d'avoir de l'activité économique, c'est d'avoir une réponse à la crise sociale et d'avoir de la transition écologique. Et par exemple, le PIB aujourd'hui, cette croissance du PIB ou la récession qu'on vit, elle ne nous dit rien sur l'état des étudiants. Tu vois, typiquement, c'est aveugle complètement à ça. Complètement aveugle, ça ne nous dit rien là-dessus. Donc, ça veut dire que, encore une fois, on n'a pas les bons indicateurs et le débat n'est pas croissance versus décroissance, c'est de savoir comment nous, décideurs politiques, on peut avoir des indicateurs qui nous donnent les bonnes indications, qui guident notre action politique. Et là, l'action politique, on peut garder le PIB, ce n'est pas le sujet, mais il nous faut des indicateurs de santé, comme défend Éloi Laurent, mais comme défendent aussi Florent Janicatrice depuis des années, Jean Gadret, Dominique Méda. Il nous faut des indicateurs sociaux et des indicateurs environnementaux, parce que tout l'enjeu ici, c'est… Et oui, effectivement, relancer en partie l'activité économique, parce qu'on en a parlé, tu vois, dès le début de notre entretien, tu m'as posé les questions sur comment vont faire les petits restaurants, etc. Donc, ça veut dire que la question de l'activité économique, elle est présente quand même chez tout le monde. Voilà, faut pas non plus la balayer. Mais pour pas être schizophrénique et se dire que d'un côté, on a besoin de transition écologique et d'un côté, on a besoin d'activité économique, il faut juste se dire que la question, elle est comment on change de modèle de développement, comment on passe à un système de post-croissance, etc., etc. Et ça veut dire des indicateurs sociaux, des indicateurs environnementaux. Et d'ailleurs, l'Agence européenne de l'environnement vient de publier hier une étude qui dit ce qu'on dit, ce qu'on dit depuis des années pour certains. En gros, il n'y a pas de découplage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire plus en polluant moins. Et il va falloir explorer sérieusement les pistes qui sont la post-croissance, mais aussi l'économie ce qu'on appelle l'économie du donut, c'est-à-dire un plafond environnemental et un plancher social, et que ce sont des pistes qu'il faut désormais étudier avec sérieux et urgence. Merci beaucoup, Aurore. De rien. Merci à toi. Bon courage pour la suite. À toi aussi au Parlement européen. Merci.